Ça, c'est Mirko Cro Cop et Kazushi Sakuraba. On est le 28 août 2002 dans le National Stadium de Tokyo et les deux hommes sont sur le point de se battre devant 71 000 spectateurs, pas 91 000 comme le prétend le Pride, mais ça reste un record. Ça, c'est Wanderlei Silva et Quinton Jackson un an plus tard. Ils sont au Tokyo Dome cette fois-ci et près de 55 000 spectateurs sont présents pour les regarder combattre. Jusqu'au milieu des années 2000, le Japon était une terre fertile pour le MMA, capable d'amasser des foules et de captiver les audiences. Et puis, tout s'est écroulé. Mais que s'est-il passé au juste ? Comment cet empire de sport et de divertissement a pu disparaître en quelques années? Comment les foules du Pride ont pu être réduites à une peau de chagrin dans les gradins du Rising? Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et aujourd'hui, essayons de comprendre comment le MMA est mort au Japon. Pour répondre à cette question, revenons à la jeunesse du MMA au Japon. En 1976, Mohamed Ali et Antonio Inoki combattent dans l'un des premiers exemples d'arts martiaux mixtes du pays du soleil levant. Même si ce combat est considéré comme l'un des moments les plus ridicules de la carrière des deux hommes, il pose le cadre de ce que sera le MMA au Japon. Car ce qui le caractérise, c'est cet aspect théâtral, hérité de la tradition du catch qui était et reste à ce jour assez populaire sur le territoire japonais. Cette tradition donne lieu à un produit hybride entre des combats d'élite et des gimmick fights qui apportent une plus-value de divertissement plus qu'une vraie qualité sportive. En réalité, le MMA japonais s'inscrit dans la continuité du Puroresu, aussi connu sous le nom de Strong Style, un style de catch très réaliste qui use d'énormément de coups réels. Même si ce style s'est un peu dilué avec le temps, dans les années 80, un combat de catch japonais ressemble vraiment à un combat de MMA, il est simplement scénarisé mais les dégâts sont parfois bien réels. C'est d'ailleurs des anciens pratiquants de ce Strong Style qui vont créer le Shuto en 1985 et le Pancrase en 1993, deux promotions qui vont tenter de codifier ce nouveau genre de combat libre avant que n'arrive le mastodonte du MMA japonais, le Pride Fighting Championship en 1997. Ses fondateurs vont s'inspirer de tous leurs concurrents et pas que ceux du MMA, puisqu'entre-temps, le K1 fait son apparition dans le paysage sportif et on sait notamment que le système du Grand Prix du K1 a inspiré celui du Pride. Il est aussi important de mentionner qu'en 1994, Satoru Sayama, qui est à l'origine du Shuto, va créer le Vale Tudo Japan, qui va tenir un événement annuel permettant notamment l'émergence de Rickson Gracie, qui ne va pas concourir en MMA très longtemps, mais aura un rôle primordial dans l'émergence du Pride. En effet, c'est notamment autour de lui qu'est créée la première soirée de la promotion, son combat contre le légendaire catcheur Nobuhiko Takada et l'affrontement principal du Pride 1. Profitant de l'engouement grandissant autour des arts martiaux mixtes, la soirée attire 47 000 spectateurs dans le Tokyo Dome et la promotion rencontre un succès immédiat. Et puis, tout s'emballe. Le Pride va prendre une dimension titanesque en quelques années, notamment propulsé par le premier Grand Prix en 2000. Des stars du 4 camps du globe viennent se battre au Pride et à cette époque-là, les meilleurs poids lourds du monde sont sous la bannière japonaise. C'est un événement conjoint avec le K1 qui donnera lieu au plus gros événement de l'histoire du MMA en 2002, avec ce fameux combat principal entre Mirko Cro Cop et Kazushi Sakuraba. Le japonais ne reçoit d'ailleurs pas souvent le respect qu'il mérite, mais son rôle dans l'explosion du MMA est indéniable. Il est l'une des rares stars du catch à avoir parfaitement réussi sa transition et c'est une légende immortelle. Au début des années 2000, le Pride est donc l'organisation numéro 1 et il y a une foule de facteurs qui l'expliquent. Les règles sont plus permissives, le silence de la foule crée une ambiance particulière pendant les combats, les entrées sont somptueuses et théâtralisées, le système de Grand Prix fonctionne particulièrement bien et en plus de proposer des combats de très haut niveau, le Pride propose son lot de combats comiques et intrigants. Ce n'est pas tant pour la prouesse sportive, mais il est difficile de détacher son regard du combat entre Emmanuel Yarbrough et Daju Takase au Pride 3. Globalement, le Pride propose un spectacle plus varié, plus large, ainsi qu'un capital divertissement supérieur aux produits de l'UFC de l'époque. Les meilleurs combattants sont vraiment présentés comme des super-héros, des surhommes, un sens du surnaturel qui s'est un petit peu perdu avec l'ère moderne et la standardisation du MMA. Mais derrière la lumière du Pride, un fonctionnement interne sombre est sur le point de causer la chute de la plus grosse organisation mondiale et avec celle du MMA japonais. L'une des raisons qui explique la rapidité avec laquelle le Pride a explosé, c'est aussi à quel point son implantation dans le paysage médiatique a été facilitée. Rapidement, la promotion a un deal avec une chaîne de télé, des sponsors et un système de pay-per-view. Un contraste saisissant avec les difficultés que rencontre l'UFC pour se faire accepter dans le milieu sportif américain. Mais s'il a été facile pour le Pride de se faire un chemin, c'est notamment dû à l'implication des Yakuza dans l'organisation, une implication qui va faire des vagues dès 2003. Avant d'entamer cette partie, il est important de comprendre que les Yakuza avaient un rôle prédominant dans la société japonaise du début des années 2000, surtout dans les milieux du divertissement. C'est moins le cas actuellement dû à plusieurs lois anti-gang au Japon et à un changement de leur secteur d'activité, mais à l'époque, ils avaient une assez grosse emprise sur le Pride, une présence que beaucoup de combattants ont raconté depuis. En bref, les Yakuza sont présents en coulisses du Pride, ils financent l'organisation, s'assurent de son bon fonctionnement et règlent les éventuels problèmes. Mais en 2003, le décès de Naoto Morishita va changer beaucoup de choses. Le président du Dream Stage Entertainment, le groupe qui possédait le Pride, est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel le 9 janvier 2003. Il se serait apparemment donné la mort, mais beaucoup de théories circulent sur son décès. Je ne vais pas me prêter au jeu morbide des suppositions, mais globalement, le rôle de Yakuza dans sa disparition est questionné. Ce qui est certain en revanche, c'est que son décès brise l'équilibre au sommet du Pride et ouvre un conflit ouvert entre deux groupes de gangsters.
Les détails sont flous et j'appelle à prendre ces informations avec des pincettes, mais chaque groupe aurait défendu les intérêts d'un des deux membres fondateurs restants, Nobuyuki Sakakibara et Hiromoshi Momose. Le résultat du conflit est la prise de pouvoir de Sakakibara, qui devient alors président du Pride, soutenu par un gangster coréen désormais basé à Osaka répondant au nom de Ishizaka. Ça fait pas mal de détails, mais c'est pour qu'il soit bien compris que les Yakuza avaient la main mise sur le Pride. Il est aussi important de comprendre qu'il y a énormément de non-dits autour de la présence du crime organisé dans le milieu du divertissement. Tout le monde sait plus ou moins que le milieu est contrôlé par les Yakuza, mais tant que les affaires les impliquant ne deviennent pas publiques, la situation est passée sous silence. Mais comme vous vous en doutez, l'implication des Yakuza est sur le point de devenir publique, et c'est en 2006 qu'une histoire vieille de 3 ans va faire la une des médias et causer la chute du Pride. En décembre 2003, Antonio Inoki, celui qui a affronté Mohamed Ali en 76, met en place la 4e édition du Bombaye, sa promotion de MMA dont je viens probablement de défoncer le nom. Pour l'occasion, il veut que Fedor Emelianenko, alors champion du Pride, combatte sur la carte. Le diffuseur du Pride Fuji TV n'est pas d'accord pour que sa plus grosse star combatte sur une chaîne concurrente, car en effet, le Bombaye est diffusé sur Nippon TV. Le problème, c'est que Fedor a toujours fonctionné sur des contrats d'un combat, ce qui le rend libre de faire comme bon lui semble. Mais ça, ce n'est pas vraiment le problème d'Ishizaka et Sakakibara qui sont allés mettre un coup de pression monumental à Seiya Kawamata dans une chambre d'hôtel. Seiya Kawamata, c'est le promoteur de la soirée, mais c'est également un intermédiaire pour certains groupes mafieux. Pour vous la faire courte, les propriétaires du Pride veulent un dédommagement sous le manteau et Kawamata refuse, ce qui mène à un échange plutôt musclé. Miro Miratovic, le manager de Mirko Cro Cop, subit aussi ces intimidations, mais j'ai préféré laisser son cas hors de la vidéo parce que c'est beaucoup plus simple. Bref, cette histoire d'intimidation est révélée par Kawamata 3 ans plus tard dans l'hebdomadaire Shukan Gendai, et la mise en lumière de la présence mafieuse autour de l'organisation force Fuji TV à couper les liens avec la promotion. Un vrai coup dur pour le Pride, car c'est exclusivement l'argent des diffusions télé qui permettait à leur promotion de survivre. Sans solution, le Pride est vendu à l'UFC en 2007 qui veut continuer à utiliser son image pour faire des événements au Japon, mais rapidement, Dana White se rend compte qu'il sera impossible de trouver un deal télé. Il récupère presque tous les plus gros combattants de la promotion et le Pride disparaît à jamais. Mais comme vous êtes peut-être en train de vous le dire, ça c'est l'histoire de la disparition du Pride, pas celle de la disparition du MMA au Japon. Vous vous en doutez, mais les deux sont extrêmement liés. Évidemment, la chute du Pride a détourné énormément de sponsors et de fans du MMA au Japon. Comme je l'ai dit précédemment, les Yakuza n'ont pas bonne presse auprès de la population japonaise et y être attaché vous assure une vie de paria. En 2008, le Dream est fondé sur les ruines du Pride. Mais après une vingtaine de shows, la promotion disparaît à cause d'un déficit financier important. En plus d'une problématique d'image, le Dream se heurte aussi à une concurrence féroce de l'UFC qui commence doucement à devenir le bulldozer commercial que l'on connaît aujourd'hui. Après cet échec, il faudra quelques années supplémentaires avant qu'émerge une nouvelle promotion majeure au Japon, le Rizin. C'est Nobuyuki Sakakibara qui fait son retour dans le milieu du MMA alors que sa clause de non-concurrence avec l'UFC vient d'expirer. Le Rizin est bien mieux huilé que le Dream, mais évidemment, le succès du Pride est très loin. D'ailleurs, comme une dernière preuve du déclin du MMA au Japon, le plus gros événement de l'histoire du Rizin à date est une soirée de kickboxing. Il faut dire qu'en plus d'un manque d'enthousiasme du public, la qualité des combattants de MMA japonais a drastiquement chuté depuis la grande époque. Autrefois omniprésent dans chaque catégorie de poids, on peine désormais à y créer des stars. La faute à un mélange de plusieurs facteurs. Tout d'abord, les méthodes d'entraînement ne sont pas optimales. Kiyoshi Horiguchi avait expliqué qu'il y avait des grosses lacunes techniques dans les salles d'entraînement au Japon. Il y a encore peu de salles dédiées au MMA dans sa globalité, mais plutôt des salles de boxe, des salles de JJB, etc. Ce qui rend l'apprentissage du MMA en tant que discipline un petit peu difficile. Et également, le style de combat des Japonais est toujours très orienté vers le divertissement. Il a du mal à tenir face au style beaucoup plus efficient qui est pratiqué en Occident. Il faut dire qu'à l'époque, le nombre de défaites importait peu au Pride, c'est surtout le divertissement procuré à la foule qui faisait d'un combattant une star, toute proportion gardée bien sûr. Disons que le fait qu'il n'y ait pas autant d'importance donnée au ratio victoire-défaite a poussé les combattants à adopter une posture beaucoup plus spectaculaire et c'est une culture qui se retrouve encore dans l'apprentissage du MMA sur place. Cela rend difficile l'émergence de combattants compétitifs à l'international. Et enfin, la culture autour du MMA était une mode qui est passée et peine à reprendre de la vigueur. Plus que beaucoup d'autres pays, le Japon a une culture de l'engouement énorme et une fois que le MMA a perdu son attractivité, tout le monde est un petit peu passé à autre chose. Le MMA au Japon n'est pas complètement mort bien sûr. Le titre de la vidéo est volontairement provocateur, mais l'intérêt autour a pris un sérieux coup d'arrêt à cause de la révélation de l'implication du crime organisé dans le milieu. La culture autour du MMA n'est plus populaire, n'est plus tendance et cela a grandement impacté l'industrie. Avec l'explosion de la popularité du tennis et du football au Japon, le catch, le MMA ou encore le judo ont pris une place très secondaire dans le paysage sportif nippon. Surtout qu'entre-temps, le reste de l'Asie s'est mis au MMA. La Chine et la Corée du Sud sont en pleine expansion, le One Championship captive le public asiatique et soudainement, il ne semble rester que des miettes de ce qui était autrefois un très gros gâteau. Il reste quelques gros combattants et des combattants prometteurs japonais, mais on est loin de ce qui fait autrefois l'un des terreaux les plus fertiles du MMA mondial. Voilà ma vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à suggérer des sujets si vous avez des questions auxquelles je peux essayer de répondre. J'ai pas la science infuse mais ça me fait plaisir de faire des recherches. Moi j'ai fait pas mal de recherches pour ce truc là, j'ai découvert pas mal de trucs sympas même si voilà j'avais le topo général. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire et on se reparle dans une prochaine vidéo. Salut les gars, prenez soin de vous.